Approchez, approchez. Venez. Toutes ces bouilles de bonne copine. En fait, venez de la main. Comme ça, on va laisser rentrer tout le monde en même temps. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. Pour l'instant, ça va. Mais tout à l'heure, ça va aller. Ça va booster à fond. On est ravis de vous retrouver ce soir donc, pour cette première session du CFPJ for Women. Un événement qui j'espère, va vous apporter beaucoup de bonnes choses et avec laquelle vous repartirez avec plein de courage et d'audace pour la suite de vos aventures. Alors, je me présente, je m'appelle Florence Axel. Pour celles qui me connaissent, je suis la fondatrice de Mes Bonnes Copines. Le premier... Ah, j'entends encore de la musique derrière nous. Merci beaucoup. Non, je ne peux pas m'en sentir. Oui, donc je suis la fondatrice de Mes Bonnes Copines, qui est le premier réseau collaboratif féminin, qui est un réseau qui rassemble 50 000 femmes partout en France, dont pas mal parmi vous. Peut-être non, il y a des bonnes copines ici. Levez la main un peu. Ah, il y a de la bonne copine. Donc c'est un réseau actif, ça il n'y a pas à dire. Moi j'ai monté aussi une autre boîte, donc je suis vraiment ce qu'on appelle une serial entrepreneur. Et actuellement je suis en mission au CFPJ, donc aux côtés de Florence Bébé qui est là, qui est ma bonne copine du CFPJ. Et j'y interviens en tant que management de transition, en tant que directrice du pôle communication. Et en fait, comment est venue l'idée des CFPJ for Women? C'est une grande question à chaque fois. On peut se poser la question. En fait, on s'est rendu compte de trois choses. La première, c'était que 75% des gens qui font des formations au CFPJ, donc qui est le centre de formation voilà, experts en communication et en journalisme, sont des femmes. Donc déjà, ça prouve toute notre capacité de remise en cause et notre volonté d'apprendre, pas vrai? On est d'accord. C'est la première chose. La deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'on va dire à peu près 90% des équipes du CFPJ sont des femmes. Donc comment vous dire que le sujet forcément nous touche aussi. Et puis surtout en regardant le catalogue des formations du CFPJ, il y a encore de la musique, non? Oui. Ça met juste une musique de fond un peu ascenseur. Voilà. Et donc, oui, en regardant le catalogue des formations, il y en a 400 des formations qui sont proposées. En fait, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de formations qui sont vraiment intéressantes pour aider à lever les freins féminins, ces fameux freins féminins que moi je vois très régulièrement dans le cadre de Mes Bonnes Copines. Et du fait, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et un partenariat à faire entre le CFPJ et les femmes, un engagement de la part du CFPJ vis-à-vis des femmes. Voilà, après on s'est posé la question avec l'équipe des femmes du CFPJ, quelle pourrait être la recette d'un événement idéal pour vous? Alors, vous allez nous dire à la fin de l'événement si ça va marcher. En tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il vous fallait du contenu et fait par un expert du CFPJ. Ça, vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait un retour d'expérience, un rôle modèle, une femme qu'on aurait choisie, qui, elle, a déjà vécu cette audace et qui pourra nous raconter pourquoi elle l'a fait. Et du fait, ça pourra nous aider aussi, pour nous aussi, il y a... Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, sinon. Et puis on s'est dit aussi qu'il faudrait des échanges et du réseau. Et du fait, ce soir, il y a aussi un réseau de femmes qui s'appelle Force Femmes, que vous connaissez peut-être, qui va venir et qui va nous raconter ce qu'ils font pour les femmes qui ont plus de 45 ans et les aider à trouver du travail, ce qui est quand même super intéressant aussi. Et puis surtout, vous allez pouvoir networker ce soir. Vous avez tous des petits badges avec vos cartes de visite, donc c'est l'idée aussi de développer votre réseau. Et on pense que c'est une recette qui peut être intéressante. Qu'est-ce que vous en dites? On continue? Vous avez envie de le voir? Ouais. Avant de commencer, je voulais juste faire d'abord un grand merci au groupe Armand Ricard qui nous accueille ce soir et qui, vous allez voir, vont préparer plein de petites surprises. Dans la deuxième partie de soirée, vous avez déjà pu commencer à le découvrir. Oui? Je vois quelqu'un qui levait la main. Non? Voilà, donc un grand merci à vous de nous accueillir ici et d'être partenaire de cet événement avec le CFPJ. Et puis, je vous propose de commencer direct dans le vif du sujet. Alors, attention, j'avais préparé mes fiches. Vous pouvez remarquer que pour l'instant, je n'ai pas trop regardé. Je n'ai pas encore fait la formation à la prise de parole, mais c'est pas mal. Alors, attends. Alors, non, c'est pas celle-là. Faut numéroter les pages. Voilà, c'est ça.
C'est là où j'ai censé le faire ma... Bien inscrit dans mes équipes. C'est pas grave. Je vous propose... Ah si, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. De commencer avec la cofondatrice du programme Leadership au féminin, qui est proposé actuellement au CFPJ et que vous allez pouvoir découvrir dans les petits catalogues de formation. Donc les freins féminins, c'est clairement son dada, il n'y a pas de sujet là-dessus. Elle est coach certifiée, elle est consultante RH, elle est diplômée de Sciences Po. Et je vous demande d'accueillir Ariane Auclin. Bienvenue Ariane. Voilà, vous m'entendez là? Ouais, super. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pas qu'à moi. Il y a aussi une autre personne dans la salle qui s'appelle Katia Hillman qui se cache là derrière, avec laquelle, là voilà, avec laquelle j'ai co-créé il y a quelques années une formation pour le leadership qui s'appelle Affirmer votre leadership au féminin. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette formation avec Katia? Eh bien tout simplement parce que, alors que, bon, on peut le dire, il y a quand même pas mal de... Alors j'essaye de faire fonctionner la chose. Ça marche? Voilà. On a quand même de beaux exemples sous les yeux, des femmes qui sont des figures d'exception sur le plan politique, mais dans le sport, dans les sciences. Et bien malgré tout, ça nous arrive en tant que consultante, formatrice, coach, de rencontrer des DRH qui se plaignent du peu de motivation de certaines de leurs collaboratrices pour se positionner sur des postes managériaux. Alors là, on se pose quand même quelques questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les femmes n'ont pas d'envie? Moi, je ne crois pas, en fait. Je crois surtout qu'elles n'osent pas. Qu'elles n'osent pas, par exemple, se revendiquer, demander en tout cas une promotion. Souvent, ce qu'elles nous disent, quand on parle avec elles, elles nous disent moi, j'ai l'impression de me vendre si je demande une promotion. J'ai l'impression de me mettre en avant et c'est pas ma place, ça me gêne. D'autre part, elles nous disent aussi qu'elles ont du mal à refuser un poste qu'on leur propose, même si on leur fait miroiter de belles perspectives. Parfois, ça n'est pas ce qu'elles voudraient, ça n'est pas ce qu'elles aimeraient. Et donc, elles ont beaucoup de mal avec le refus. Et ça, c'est assez simplement explicable par le fait que nous sommes effectivement bien éduqués dans cette valeur du fait plaisir. Tu fais plaisir à papa et maman, tu vas porter cette jolie robe et tu seras tout sourire. Et donc effectivement, du coup, ça a des conséquences plus tard dans notre vie professionnelle. On a un peu de mal parfois à ne pas faire plaisir et à refuser ce qu'on nous demande de faire. Et par exemple aussi à émettre un désaccord sur quelque chose qui ne nous convient pas. Alors pourtant, il y a une chose qui peut paraître surprenante, c'est que les entreprises, elles sont en demande et elles ont besoin des femmes. Il y a eu, il y a quelques années, des études menées par le cabinet de stratégie McKinsey, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les Women Matter, qui ont montré, preuve à l'appui, que les entreprises qui avaient le plus de femmes à leur comité de direction, c'était également celles qui étaient les plus performantes financièrement, ces entreprises. Alors les femmes, elles ont vraiment une vision pragmatique des enjeux des entreprises. Et elles ont une réelle capacité à faire circuler l'énergie, à faire en sorte que les gens s'entendent bien, à créer une harmonie dans les relations interpersonnelles, dans des départements, des services. Et ça, c'est très très précieux. Et puis, elles ont une manière de fonctionner à l'instinct qui les amène à travailler sur ce qui est le plus important pour elles, ce qui est fondamental du point de vue de leurs propres valeurs. Elles s'intéressent beaucoup moins, souvent en tout cas, que leurs homologues masculins à des signes extérieurs de reconnaissance. En fait, on pourrait dire que les femmes privilégient le verbe s'épanouir par opposition au verbe réussir. C'est plus notre truc à nous, s'épanouir. Alors, les femmes, vous êtes capables de mettre beaucoup d'énergie dans votre métier, dans votre profession, et pourtant, parfois, vous avez du mal à faire savoir et à revendiquer votre place, en imaginant peut-être qu'on va vous la donner, mais bon, vous attendez, parfois, ça n'arrive jamais. Et donc, effectivement, nous, au CFPJ, on a, avec Katia, construit un programme pour vous aider à vous sentir plus forte
face à ces enjeux, à ces ambitions. Donc en fait, ce qu'on vous propose dans notre formation, eh bien, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que pourraient être vos objectifs professionnels, à faire le point dessus. Et puis également, nous vous entraînons avec des techniques très simples à communiquer autour de vos ambitions. Communiquer autour de vos ambitions, autour de quatre points. Le premier, c'est de clarifier donc vos objectifs professionnels, c'est la première des choses, savoir ce qu'on veut faire. Deuxième point, eh bien, effectivement, c'est plutôt gérer ses priorités, tant il est vrai que les femmes ont l'impression de courir partout, hein, on le dit entre nous, on n'arrête pas de se le dire, hein, on vient de se retrouver, qu'est-ce que tu fais? Ah mais je cours, hein. D'accord, ok, on a vu. Et puis également, comment je fais pour mieux communiquer sur mes ambitions en interne, mais également comment j'améliore ma visibilité à l'externe. Alors, on va voir ça ensemble très rapidement, parce que voilà, on a aussi beaucoup d'autres choses à partager. Clarifier vos objectifs professionnels, ça veut dire tout d'abord programmer son phare. Programmer son phare, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait être capable de se dire dans 5 à 10 ans, voilà ce que j'aimerais être. Avec Katia, quand on anime cette formation, on propose à nos participantes une réflexion sous une forme un peu étrange peut-être, qui est de fermer les yeux, hein, de se positionner sur une feuille de papier posée par terre et de vraiment essayer de se voir, mais vraiment, hein, avec voilà, sa forme, ses formes, sa tenue un certain jour, dans un cadre, dans un contexte professionnel donné, de voir carrément hein, même la pièce autour de soi et savoir ce que ça veut dire en termes de positionnement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois être si je me vois comme ça? Où suis-je arrivé? Alors, dans un premier temps, ça peut paraître bien ambitieux, ce truc-là. On se voit là, en belle position, ça nous plaît bien. Sauf que ça peut faire peur. Mais c'est très important de savoir où vous voulez arriver dans 5 à 10 ans. Alors, ça dépend des personnes. Hein. Cette durée-là, c'est vraiment selon les personnes. Parce que, évidemment, que si vous ne savez pas où vous allez, vous ne risquez pas de l'errer, hein, ça c'est sûr. Et c'est un peu comme une flèche, vous savez, qu'enverrait un archer. Hein. Il lui donne une direction et ça lui donne une dynamique. Si vous savez, pour savoir ce que vous voulez attendre, il faut que vous ayez cette dynamique. Bien sûr, il peut y avoir des vents contraires qui vous bousculent, peut-être que vous n'arriverez pas exactement, surtout si vous êtes comme moi quand je tire à l'arc, au centre de la cible. Bon. Mais en tout cas, c'est sûr que vous y arriverez plus si vous vous donnez cet objectif-là. Donc, programmer son phare, c'est se voir, s'imaginer à 5 ou 10 ans, se projeter dans ce qu'on aimerait être. Et sans s'auto-censurer, vraiment, sans s'auto-censurer. De quoi est-ce que j'ai envie, moi, profondément? Alors évidemment, je vous ai dit, ça fait peut-être un peu peur hein, sur le moment, donc... vous savez aussi ce que disent les Chinois, enfin je ne sais pas si ce sont les Chinois, c'est peut-être les Indiens, hein. Ils disent si tu ne peux pas avaler un éléphant dans une seule bouchée, eh bien tu le découpes en morceaux. Alors effectivement, eh bien voilà, ce qu'on va vous proposer, c'est d'identifier des étapes pour parvenir à ce phare. Hein. Identifier des étapes, alors ça peut être, eh bien justement, suivre une formation, ça peut être... nouer des contacts avec certaines personnes d'un certain profil réseauté. Ça peut être parfois accepter un poste intermédiaire qui permet de faire un pas de côté, mais ça nous permet de nous remettre en ligne vers notre phare. Identifier des étapes pour y parvenir, donc à moyen terme, et puis à plus court terme, définir un ou des objectifs SMART. SMART, vous voyez là c'est court, c'est le mois de décembre. Un objectif SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moyen mnémotechnique, hein, vous vous en doutez. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, mais réaliste et temporel, c'est-à-dire inscrit dans le temps. Alors je vous donne un exemple. Eh bien, moi, dans les 6 prochains mois, je me donne comme objectif de décrocher 3 nouveaux comptes clients. Je peux vous dire qu'en formation,
Il va y avoir du déchet avant, hein, c'est-à-dire 3 nouveaux comptes clients. Mais c'est pas complètement fada, ça peut se faire, c'est assez réaliste, c'est ambitieux, mais du coup ça m'oblige à faire un certain nombre de démarches. Donc clarifier vos objectifs professionnels, c'est la première étape que nous vous proposerons avec Katia. Deuxième étape, si ça veut bien fonctionner, j'aimerais bien, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça y est. Gérer vos priorités. Deuxième étape. Cessez donc de vous mettre la barre trop haut. On se la met toute trop haut. Hein. C'est pas... Voilà, moi aussi, hein, ça m'arrive. Mais de temps en temps, je me tape sur les doigts en me rappelant qu'en fait, eh bien, je suis effectivement construite, comme vous toutes, autour d'un certain nombre de messages, autour d'un certain nombre de valeurs qui m'ont été transmises pour la bonne cause, je dirais pour le meilleur, par mes parents, par mes profs, mes instituts. Ce sont des messages qu'on appelle en analyse transactionnelle des drivers et qui vous permettent eh bien, de faire attention, pas faire d'erreurs, hein, par exemple, faire encore un effort supplémentaire. C'est utile hein, de faire des efforts de temps en temps, oui quand même. Le problème c'est quand on en fait trop. Okay, d'être forte, de ne pas trop m'écouter par certains moments, par exemple. Et puis, il faut quand même reconnaître que les femmes, nous sommes en particulier structurées autour de 2 drivers qui font des malheurs. Ils font aussi du bonheur, mais ils font des malheurs. Alors, eh bien, en particulier, celui que je vous citais tout à l'heure, fait plaisir. Ah, il est génial celui-là, fait plaisir. On apprend très très petite à faire plaisir, n'est-ce pas? Et puis, il y en a un autre qui fait fureur chez nous, c'est sois parfaite. Alors, sois parfaite. Alors, tu es une super maman, tu es une super professionnelle, super nana, super épouse, compagne, ce que tu veux, mais tu es parfaite. Et ça nous dépasse. Il y a des moments, ça nous déborde, on court dans tous les sens, c'est ça le résultat. Hein. Donc cesser de poser la barre trop haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramollir, mettre un peu la sourdine à ces messages qui nous traversent tout le temps en permanence l'esprit. Et comment est-ce qu'on fait? Déjà, on leur reconnaît de l'importance. C'est pas mal d'essayer d'être parfaite. C'est pas mal d'essayer de faire plaisir, ok? Mais il y a des moments où ça nous pose problème. Donc, identifier les situations dans lesquelles ça vous aide. Identifier aussi les situations dans lesquelles ça aurait tendance plutôt à vous enfoncer, à vous poser problème. Et quel comportement je pourrais mettre en place à la place de quel comportement je pourrais substituer. Hein. Donc avec Katia, on vous propose de réfléchir à tout ça ensemble. Et donc, effectivement, cesser de se poser la barre trop haut et également eh bien, se libérer d'un autre driver. Dépêche-toi. Alors, pas trop s'en libérer, dépêche-toi, c'est bien de se dépêcher. Sauf qu'effectivement, dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui, le contexte professionnel, avec tous les outils technologiques qui sont les nôtres, en particulier les mobiles, les ordinateurs portables et intranet, etc., eh bien, on a l'impression que c'est déjà pour hier. Hein. Ça vous est déjà arrivé, ce genre d'impression. C'était pour hier. Eh bien oui, ben non. Hein, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer de cette tyrannie de l'urgence? Outre le fait qu'on peut peut-être éduquer son environnement professionnel autour, leur expliquer que quand même, bon, au-delà de ça, eh bien, réintégrer un deuxième critère dans notre façon de voir les choses, qui est le critère de l'importance. Qu'est-ce qui est important pour moi, alors personnellement, et puis bien sûr aussi professionnellement quand on est au travail? Croisez donc les 2 critères, importance, urgence. Hein, et finalement, il y a peut-être des choses que vous pourrez programmer, que vous pourrez décaler, hein, pour ne plus vous laisser tyranniser littéralement par l'urgence et devenir un peu plus zen, s'il vous plaît. Alors, clarifiez vos objectifs professionnels, gérez vos priorités et puis, effectivement, communiquez mieux sur vos compétences et vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui,
quand une entreprise a besoin de quelqu'un, elle recrute cette personne, je veux bien sur des talents, mais beaucoup, parce qu'il y a souvent des besoins derrière, urgents, on reboucle avec ça, et bien sur des compétences concrètes, précises. Et donc, c'est très important que vous appreniez à communiquer sous forme d'un cap. Alors on est beaucoup dans le maritime, hein, vous avez remarqué ce soir. Hein. Et donc le cap, c'est quoi? Eh bien, c'est savoir s'exprimer, exprimer donc une compétence en montrant l'avantage qu'elle procure à l'entreprise et en produisant la preuve. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, je sais vendre du logiciel. Je sais conclure des contrats pour la vente de logiciels, et c'est même mon expertise. Et donc, l'avantage pour l'entreprise, eh bien, c'est de se développer cet axe commercial, cette stratégie commerciale. La preuve, eh bien, l'année dernière, j'ai fait augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise qui m'emploie sur ces produits-là de 50%. Allez, 50%, on y va. Allez. Donc fixer son cap pour exprimer ses compétences, ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à quantifier. Quand vous parlez de vos compétences, donnez-en la preuve. Hein, parfois on se cache un peu derrière des grandes phrases, et les gens en face de vous, ils ont besoin d'entendre des preuves. Et vous vous sentirez beaucoup plus armé si vous savez vous exprimer avec des preuves de vos compétences. Ce qui est important également, je ne sais pas si ça va paraître, voilà, c'est de développer son assertivité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'assertivité, c'est la traduction française d'assertiveness. Alors bon, assertivité, ça ne dit pas grand-chose à grand monde. En français, on traduit ça plus volontiers comme l'affirmation de soi. Sauf qu'en français, c'est pas encore tout à fait ça, parce que quand on dit quelqu'un est affirmé, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est agressif. Alors que dans notre esprit, il ne s'agit pas de ça. Être affirmé, c'est simplement être capable de poser son point de vue tout en respectant celui de l'autre et en lui explicitant. Hein. C'est pas juste je comprends, c'est je comprends tes besoins, tes contraintes, tes difficultés, et l'intégrant ainsi dans un dialogue. Et bien évidemment que c'est le meilleur moyen de collaborer ensemble, bien sûr. Développer son assertivité, eh bien ça se caractérise par en particulier des situations qui ne sont pas très faciles à vivre et dans lesquelles les femmes parfois manquent de repères. Alors avec Katia, on essaye de vous donner des repères justement. Par exemple, lorsque vous devez demander justement une augmentation, pourquoi pas, et puis lorsque vous devez refuser, ah ça c'est dur le refus. Hein. Refuser dans l'entreprise, c'est souvent un non, mais un non mais. Hein, parce qu'on n'est pas loin de la négociation, c'est pas un non, parce que aujourd'hui j'ai décidé que c'était comme ça, en fonction du sens du vent. Non, c'est un non mais souvent, mais c'est déjà difficile. Et puis alors, que dire de la critique? Critiquer, oser critiquer quelqu'un, dire à un autre collaborateur qu'il s'est trompé, qu'il a commis une erreur. J'en connais un paquet, hein, je connais pas mal de personnes qui n'osent pas en se disant tout de suite je vais être agressive, il va mal le prendre. Et donc comme moi je fais plaisir, évidemment, forcément, je ne vais pas le critiquer, il va mal le prendre. Et non, il y a un moyen de critiquer de manière constructive, hein, de manière à ce que l'autre comprenne son erreur et qu'il puisse progresser à partir de là. Il y a une autre situation aussi qui est très difficile et qu'on peut connaître toutes dans l'entreprise, c'est recevoir une critique agressive. Alors là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écroule? Ou est-ce que je pars moi-même en escalade? Alors, pour vous aider, on vous apprend à verbaliser d'une manière directe et précise. Verbaliser de manière directe et précise, ça veut dire par exemple, lorsque vous demandez quelque chose, évitez de recontextualiser votre demande par 15 périphrases. Parce qu'au moment où vous émettez votre demande, ça fait pfft. Voilà. Alors donc, allez-y, straight to the point. C'est pas impoli. Si par ailleurs, dans votre comportement, vous êtes souriante, vous pouvez demander beaucoup plus de choses que vous croyez. Verbaliser de manière directe et précise.
En s'impliquant, je vois que ça évoque des choses là. En s'impliquant personnellement. Dites je, dites nous quand vous parlez au niveau pour votre équipe. Hein. C'est pas impoli, c'est important, c'est impliquant. Ça passe beaucoup mieux, ça a beaucoup plus d'effet que si vous dites ça va pas être possible. Parce que ça va pas être possible, moi je vous garantis que la personne en face de vous, vous la sortez par la porte, elle revient par la fenêtre, il est qu'au presto, quoi. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est je ne peux pas ou ça m'est impossible. Si le je ne peux pas, c'est trop difficile sur le moment. S'impliquer personnellement, mais évidemment, pour dénouer la tension dans la relation, eh bien, en respectant l'autre et en lui manifestant, en lui expliquant ce que vous comprenez de sa position. Et en général, c'est déjà un bon pas pour rentrer dans le dialogue. Mais il faudra souvent que vous répétiez votre point de vue. Et donc, entraînez-vous à ça. En tout cas, nous, on vous y entraîne. Hein, dans des mises en situation, par exemple, avec ou sans la caméra. Et donc, persistez, répétez. Vous savez ce qu'on dit? La pédagogie, c'est répéter au moins 3 fois. Voilà. Eh bien, c'est pareil dans votre quotidien professionnel. Il faut répéter les choses, répéter votre point de vue avant de conclure le plus rapidement possible sur les quelques points d'accord. Même quand vous avez reçu une critique agressive, je dis souvent, il y a une phase où vous accusez réception du morceau, alors il faut que vous contrôliez votre émotion, il y a un certain nombre de réflexes à acquérir, puis après, on est quand même dans l'entreprise. Donc on va résoudre le problème qui nous oppose. Et donc, il y a aussi une manière de le faire, et ça passe probablement par la conclusion sur les quelques points d'accord qu'on a dégagés, rapide, parce que si vous n'allez pas à la rapidité, si vous ne concluez pas rapidement, vous risquez, sous l'effet du stress que comporte la relation, de basculer ou dans le retrait, ou dans l'agressivité, c'est-à-dire ou dans le paillasson, ou dans le hérisson, ce qui n'est pas drôle. D'accord? Donc développer son assertivité, et tout ça, ça n'a pas de sens si vous n'apprenez pas à renforcer votre présence. Tant il est vrai que vous communiquez d'abord par ce que vous montrez, et donc votre posture, votre gestuelle, et votre voix comme un instrument de musique. Mais sachez que en communication orale, tout part des pieds. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes bien positionné, eh bien, votre voix, vous pourrez la projeter et l'utiliser d'une manière qui portera vos messages. Ça peut représenter jusqu'à 80% du message que vous véhiculez selon les situations. Ça vaut le coup de s'intéresser à ça, n'est-ce pas? Alors ça part de l'ancrage dans le sol. On est encore dans la sémantique maritime. Hein. Voilà, on s'ancre dans le sol, c'est vrai debout, c'est vrai assis. Et puis on regarde, et puis on a des gestes visibles. Hein, si vous êtes assise, les 2 mains au-dessus de la table, par exemple, hein, pour qu'on ne se dise pas qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer, là par en dessous, ou elle n'ose pas. Donc renforcer sa présence, et bien, ça vous permettra tout simplement, cet ancrage, d'occuper l'espace de votre corps, hein, sans être dans le retrait, tout étriqué, tout rétréci, sans être non plus dans je me hausse du col, j'en impose, etc. C'est pas le sujet. Il s'agit juste de renvoyer l'image à l'autre du fait que vous êtes juste présente, tranquille, calme, juste là, pour faire passer votre point de vue. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de problème. Vous dites ce que vous avez à dire. Et ça passe tout seul, à ce moment-là. Donc, alors, améliorer votre visibilité à l'extérieur, maintenant que vous savez le faire à l'intérieur, à l'extérieur, ben vous êtes là pour ça. Aussi, ce soir, hein, en intégrant un réseau, pourquoi pas. Il y en a plein des réseaux, avec des thématiques très différentes. Il y a des réseaux de métiers, il y a des réseaux d'entreprises, il y a des réseaux d'écoles, il y a des réseaux. Voilà. Alors la question quand même à se poser, c'est de savoir vers lequel se tourner et pourquoi. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce que on a quelque chose à s'apporter mutuellement? Est-ce que je peux leur apporter quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent m'apporter aussi quelque chose? Et puis quel temps je suis prête à y consacrer? Juste, petite info, juste. Vous savez, les bonnes dames là qu'on avait sur la première page de garde là. En gros, les personnes
qui développent vraiment activement leur vie professionnelle, quand on les interroge, elles consacrent 1 jour sur 5 en quantité de temps à améliorer leur visibilité à l'extérieur. D'accord, à communiquer sur leur image. Ça peut paraître énorme, mais elles ne s'excusent pas de le faire. Hein. Elles prennent le temps pour ça. Ça fait partie du job. Elles le vivent comme ça. Alors, peut-être qu'on n'est pas obligé toutes d'aller jusque-là, mais enfin, on pourrait peut-être y réfléchir et en prendre un peu de la graine. Donc, intégrer un réseau, ça nous rend fortes. Hein. Et puis, ça nous ouvre aussi à beaucoup d'autres réalités professionnelles. Ça peut nous donner des idées et on reboucle avec le phare sur ce qu'on veut faire au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, au sein de ce réseau, on va nouer des contacts. Alors, comment est-ce que je fais pour nouer des contacts? Eh bien, vous faites ce que vous faites ce soir. C'est-à-dire que vous avez forcément une carte de visite quelque part, même vous en avez plusieurs normalement qui sont prêtes, et puis vous avez dans un coin de votre tête une manière de vous présenter en 30 secondes. Allez, 1 minute à tout casser. Hein, à la manière de l'elevator pitch, vous savez. Hein, si je croise quelqu'un d'important dans l'ascenseur, qu'est-ce que je lui dis moi si c'est quelqu'un de très très important pour moi? Il faut que je sache le faire. Hein. Donc, ayez toujours ça dans un coin de votre tête. Et puis, lorsque vous rencontrez quelqu'un, cultivez l'ouverture, pratiquez l'écoute active. L'autre, elle vous envoie plein de messages. Il ou elle vous envoie plein de messages non verbaux. On raconte plein de choses. Et ça va vous donner des idées, d'autres questions. Vous allez voir dégager des complémentarités, des synergies. Et peut-être que vous approfondirez ça dans un autre rendez-vous ultérieur, etc. Et ça va faire des petits, et des petits bien intéressants. Ok? Alors, je vais m'arrêter là. Vous êtes debout, vous m'écoutez. Je suis très très contente vraiment de vous voir souriante comme ça, mais je vais passer la main. Et je finis juste sur cette image. Vous connaissez certainement le photographe Philippe Halsman, qui a rencontré un grand nombre de célébrités, et il leur a demandé de sauter. Hein, il a fait des photos de saut. Alors là, on voit Audrey Hepburn. Et moi, je crois que c'est ça, finalement, qu'on vous demande, on propose de faire au CFPJ Leadership pour vraiment pour rendre plus forte, c'est d'oser. Alors, je vais vous proposer une chose. Celles qui n'ont pas de verre, là, eh ben, je vais vous proposer à 3, on va sauter. Ok? On y va? Attention. Celles qui n'ont pas de verre, ou celles qui peuvent le poser, c'est ok? Alors, on y va? 1, 2, 3, jump! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Alors, on est d'accord, ça va déjà mieux, non? Hein? Ça va de mieux en mieux? Et on va continuer parce que ça va aller toujours de mieux en mieux. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Ariane, sur le fait d'aller communiquer sur soi à l'extérieur, moi j'ai ma petite astuce perso entre bonnes copines. Je m'impose chaque mois, ou chaque semaine, de rencontrer une personne que j'ai connectée sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc par mois, ça me fait 4 personnes. Par an, ça me fait un paquet de personnes. Et c'est un rituel que je m'impose, c'est hyper sympa, je vais boire un café. Et une autre astuce, c'est que je ne propose jamais un rendez-vous, je propose toujours un café. Et du fait, je sors la personne, et du fait, je me permets d'aller toucher des gens super haut placés, parce que j'y vais au culot, mais je ne les rencontre pas dans un cadre formel, dans leur bureau, je les rencontre pour aller boire un café au café. Ça, c'était ma petite astuce de Alors, on va continuer la suite de nos rencontres. Maintenant, je vous propose d'accueillir notre deuxième invitée. Elle a fait l'ENSTA, elle a fait un master entrepreneur à HEC, elle a été consultante chez Deloitte, et ensuite elle a monté en 2004 sa société qui s'appelle Philapi, qui sont des centres de loisirs d'entreprise qui accueillent les enfants de 3 à 10 ans des salariés d'une entreprise. Société qu'elle a, en 2014, elle faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle avait 20 salariés et 40 investisseurs, qui sont sûrement les pires à gérer. La partie investisseur, c'est toujours un gros travail quand on est entrepreneur. Et elle a revendu donc sa société au groupe Babylou en 2014 pour accélérer son développement. Donc je vous demande d'accueillir une entrepreneur avertie, une vraie femme audacieuse, puis surtout une vraie bonne copine, Alexette Bernardi. Bonsoir. Si, ça marche, je crois, non? Ça marche. Bonsoir. Ouais. Oui, ça marche. Bienvenue Alexia, merci d'être là. Alors c'est une vraie bonne copine parce qu'en fait elle a pris plusieurs fois le temps
depuis qu'on s'est rencontrés, de faire ces partages d'expériences justement. Comment est-ce qu'on fait une levée de fonds, etc. Moi, j'étais dans ces soucis et je lui ai dit, et voilà, après du temps avec moi, on a passé 2 heures, on a tout expliqué. Donc c'est pour ça que c'est une vraie bonne copine. Et c'est toi aussi qui a commencé par me donner un coup de main quand je voulais lancer une agence événementielle. C'est vrai, t'as raison. Bon, voilà. Ouais, ça, c'est la vraie preuve, c'est les réseaux d'entraide. J'avais oublié ça. Alors l'idée, là, ce que j'avais envie, c'était qu'on lui pose des petites questions sur l'audace, non? Parce qu'on a quand même une super audacieuse, là. Et on dit souvent que les femmes qui montent des boîtes, on est quand même que 30% à monter des entreprises, 10% dans le digital, donc pas grand-chose. Et toi, tu as osé le faire. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que toi, tu as osé? Pourquoi d'autres n'osent pas? C'était la question du jour. Hein. Oui, tout à fait. J'ai pris mes notes. Alors, avant de répondre à ta question, Florence, si ça t'embête pas, je vais faire un petit aparté, parce qu'en fait, comme tu le sais, je déteste parler en public, en fait, pour expliquer... comme tout ça c'est formidable, et je me suis dit oh là là, j'ai dit oui à Florence parce que je sais que ça va être cool, mais quand même j'avais un peu peur. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le bonheur au travail, c'est la joie de vivre, et je me suis dit comment je pourrais incarner en fait ce sujet-là ce soir-là lors de cette conférence. Je me suis dit ok, Florence elle m'a dit ça va être cool, sois toi-même, et en fait je me suis dit tiens, j'aimerais bien remémorer des scènes de travail où j'étais particulièrement créative, bien, confort comme à la maison, mais en situation professionnelle. Et je me suis souvenue de quelques réunions assez mythiques où, alors chez Philapi, on avait la chance d'avoir des lieux adaptés pour les enfants. Et sur les créneaux où les enfants n'étaient pas là, parfois on a fait des réunions dans les poufs, en chaussettes, on était vraiment tranquilles. Et c'est à ces moments-là qu'on était les plus créatifs. Et sans rentrer trop dans l'intimité, en ce moment, je suis en phase de réflexion sur un autre projet. Et donc ça m'arrive parfois de traînasser en pyjama devant mon ordinateur. Et je me rendais compte aussi que c'était les moments où j'étais les plus créatifs. Et donc je me suis dit comment je pourrais ce soir vous véhiculer un message audacieux sur le sujet qui est le mien, qui est le bien-être au travail. Et je me suis dit, je vais venir en chaussettes. Et en fait, je me suis dit, ce serait pas mal, parce que d'abord, je serais vraiment confort, ancré. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait être ancré, voilà. Je serais moi-même. Et puis en plus, par rapport au sujet de l'audace, vous auriez peut-être dit, tiens, celle-là, elle a peut-être un peu d'audace, elle a le goût de son idée, etc. etc. Et puis, je me suis dit, oui, mais si par hasard, j'ai un investisseur potentiel pour un futur projet dans la salle, un client éventuellement à venir, qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais bon, en même temps, des réfractaires, il y en a toujours, hein, donc c'est peut-être pas ça. Bon, et alors, pour tout vous dire, donc, je suis venue avec l'antithèse du chausson, parce que j'ai pas assumé. Tout ça pour vous dire qu'en fait... Mais déjà j'en parle, donc c'est déjà un premier pas, parce qu'en fait ça me travaille cette idée-là, et je suis sûre qu'un jour je vais arriver en chaussons, mais il faut, pour ça, j'ai juste le message que je voulais vous faire passer, c'est que pour aller au bout de l'audace, en fait, il faut énormément de travail, et quand même tomber bien à plat, chose que j'ai pas eu le temps de faire pour travailler jusqu'au bout ce discours, et venir en chaussons, mais en tous les cas, voilà, chacun a son audace, chacun a ses œillères et ses freins qui sont souvent liés à l'éducation qu'on a eue. Et donc, voilà, je vais partager cette petite expérience. Alors, pourquoi c'était audacieux Philapi? D'une part, l'accueil des 3-10 ans en entreprise, financé par des salariés, par des entreprises, ça n'existait pas. Donc on était tout seul, on n'avait pas eu de concurrence, il fallait tout inventer, et il y a eu beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas. On m'a dit, oh là là, mais vous êtes trop fragile, vous n'allez pas y arriver. On m'a dit, quel dommage d'avoir fait HEC pour s'occuper d'enfants. Et puis, j'ai fait le business plan, je voyais bien qu'il fallait beaucoup de structures, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de fonds pour me payer ne serait-ce qu'un salaire. Et donc, tout ça m'a un petit peu freinée. Alors, pourquoi je l'ai fait finalement? Pourquoi j'ai fait? Moi, j'ai noté 5 thématiques qui me reflètent mon expérience. D'une part, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ils étaient eux-mêmes très audacieux, ils avaient le goût du défi. C'était des artistes, des musiciens, et ils étaient réputés au niveau international. Ils ont été les premiers, après la révolution culturelle en Chine, à aller jouer de la musique française en Chine. Et voilà, donc ils m'ont effectivement transmis ce goût du défi, mais comme quoi le travail égale passion. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Deuxième point, c'était ma personnalité, un peu aventurière, un peu rebelle. C'était sorti rapidement de tous les tests que j'ai pu faire, avec le fait d'être pas très à l'aise dans le fait de rentrer dans le moule, dans des codes rigides, etc. Donc j'avais ancré en moi ce goût de la prise de risque pour faire en sorte que le travail ne soit pas triste et ennuyé, mais qu'on puisse partir à l'aventure. Ça c'était plus, je pense, une personnalité. Ensuite, il y a quelque chose qui a été très fort pour moi, c'est
l'engagement vis-à-vis de mes propres enfants. Avec mon mari, nous avons 3 enfants, 8, 14 et 17. Et je me suis dit, mais quel plus beau cadeau que de leur offrir des parents où quand on rentre le soir, ben on est content. Quand on voit la quantité d'ados, fatigués mais contents, voilà. Et tous ces ados qui décrochent au lycée, qui se disent mais à quoi ça sert? Ben, posons-nous la question finalement quand on rentre le soir, quelle image on donne en termes d'exemplarité à nos enfants? Et c'est vrai que, alors bon, en plus il a piété dans le domaine de l'enfant, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce besoin de transmettre, comme on me l'a transmis, de transmettre à nos propres enfants ce goût de l'aventure, surtout que les futures générations seront de plus en plus obligées d'être flexibles, aventuriers, voilà, et à l'aise avec ça. L'audace, elle n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat en fait. C'est aussi... Tout à fait, c'est une forme de style de nature. Et les 2 derniers, après les réponses aux autres questions sont plus courtes. Le moteur. C'est riche ce que tu as pas. On est court, on veut tout savoir. Le moteur. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Pour moi, le moteur, il était, je ne sais pas si ce terme existe, mais il était tripal. C'est-à-dire que j'avais ancré en moi l'envie de changer le monde, comme tous les entrepreneurs, de rendre les familles plus heureuses, les enfants qui soient heureux et que les familles puissent partir au travail sans avoir la boule au ventre. Mais plus qu'un élément marketing, c'était vraiment ancré en moi et ça l'est toujours. Je pense que je vais désormais m'attaquer au bonheur des parents, mais c'était... Voilà, et ce moteur, on y reviendra, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Ce moteur, il peut pallier tout. Il peut pallier le manque de confiance en soi, il peut pallier le manque de compétences, il peut pallier la peur, voilà. Donc ça, c'était important, ce moteur tripal. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est bien gentil tout ça, mais ce qui est nécessaire, c'est une énorme force de travail pour tout analyser, tout décortiquer, pour ne pas se jeter à l'eau comme ça, totalement en plein inconscience. Donc ça veut dire analyser son marché, ses clients, ses envies, ses capacités financières, son foyer, comment on continue à payer son loyer. Donc une analyse très très fine. Et moi je sais que je ne me lance que quand j'ai l'impression d'avoir à décortiquer tous les sujets là. Et pour clôturer, je citerai Sandra Legrand, qui était ma marraine 92 d'Entreprendre, et qui dit si ton ego est supérieur à ta trésor, t'es mort. Donc ça veut dire c'est bien de partir là-haut dans les tours, mais à un moment il faut quand même revenir sur terre. Et voilà. Voilà, on en sait déjà de plus sur l'audace pro que tu as pu avoir. Maintenant on est entre copines, hein, on est contre filles. Tu nous as dit que tu avais 3 enfants. Et je pense qu'un des vrais sujets des femmes aujourd'hui, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Non, vous êtes d'accord ou pas? Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa de poser la question. C'est déséquilibré. Au déséquilibre. Alors je sais pas, on va... Mais passionnant. Voilà. Exactement. On va voir son point de vue sur le sujet. Elle a une astuce à nous proposer, d'accord? On en profite. Attendez quoi avec ça? En fait, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, moi je pense que c'est pas tant une question de logistique, de 12 modes de garde, etc. C'est une question d'assumer pleinement ses envies, de savoir dire non à ce qui ne rentre pas dans le phare et de faire le tri, le nettoyage, de savoir dire non, je n'irai pas à cet événement, ces amis, c'est pas des amis, je veux passer ce temps-là à faire autre chose. Voilà, donc vraiment faire le tri dans toutes ces idées, dans toutes ces envies pour être beaucoup plus focus sur son projet de vie. Et d'ailleurs, pour ça, moi j'ai pris la décision d'être de nouveau coachée là, pour préparer mon prochain projet entrepreneurial, pour aller au bout avec des méthodes de créativité, aller jusqu'au bout, être sûr de faire les bons choix. Donc pour moi, c'est pas tant une question de logistique, mais plus de faire les bons choix. Après, c'est vrai que nous, à la maison, on fait pas mal de sport. Ça nous permet de vraiment évacuer les énergies négatives. Et puis, puisqu'on est entre nous... Vous en faites ensemble? Alors, ensemble, oui, pas mal, parce qu'on fait de la rando, voilà, on essaie de bouger pas mal. Mais aussi, chacun, à titre individuel, on essaie de faire en sorte que chacun dans le foyer puisse évacuer à sa façon, comme il lui plaît. Mais c'est vrai que le sport est pour moi un élément fondamental pour ensuite revenir en forme. Et aussi, un petit clin d'œil sur le côté méditation, qu'elle soit spirituelle ou pas, pour quand même être bien ancrée et pas non plus partir à 12 000 volts. Super. Et pour terminer, tu nous as cité déjà une petite référence tout à l'heure, mais je me disais que ça pouvait être intéressant de lui demander quel était son mantra. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des histoires de mantras qui se passent dans l'atelier à côté, mais elle aussi doit en avoir un, c'est quoi le tien? Alors, pour tout te dire, en fait, j'en avais noté 2. Il y en a une que je trouve rigolote, mais bon, il ne faut pas que ça sorte de cette salle. C'est pas mon mantra, mais c'est une phrase rigolote. Vous la péterez pas. C'est plus on veut rentrer dans le moule, plus on est tarte. C'est pas mon mantra.
Voilà. Moi, ma petite phrase qui me travaille tous les jours quand je lève, c'est une phrase de Sœur Emmanuelle, c'est Yalla. Ça veut dire allez, on y va maintenant, c'est parti. Yalla, alors j'ai envie de dire merci beaucoup Alexia, voilà, c'était l'intervention de partager Alexia, merci. Oui, mon amie Agathe, elle est pas loin, Agathe, elle vient vers moi. Alors on va terminer avec notre troisième invité. Là où on a eu envie de vous faire découvrir un réseau de femmes. Et là, c'est un réseau qui s'appelle Force Femmes, qui est un réseau qui s'occupe d'aider des femmes de plus de 45 ans sur le chemin du retour à l'emploi. Et du fait, j'ai proposé à Agathe, qui s'occupe du réseau en partie, de venir en parler pour que vous découvriez ce nouveau réseau, que vous sachiez ce qu'ils font et où est-ce que vous allez pouvoir les contacter si vous en avez besoin. Ça vous plaît? Ça vous dit? Allez, à toi Agathe. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Donc, je vais vous présenter le réseau Force Femmes, effectivement, qui existe depuis 11 ans et qui accompagne les femmes de plus de 45 ans, qui est dédié à cette cible, dans leur démarche de retour à l'emploi salarié et de création d'activité. Donc, moi, je m'occupe de la cellule création d'activité. On propose à chaque femme qui est au chômage et qui souhaite créer son activité de l'accompagner individuellement et collectivement par des experts de l'entrepreneuriat et des professionnels des différentes étapes du montage de projet, de la communication, du marketing, du développement commercial, de la prospection, etc. Donc cet accompagnement est entièrement gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.forcefemmes.com. J'ai apporté quelques flyers pour celles que ça intéressera. Et voilà, le délai d'attente est un peu long actuellement parce qu'on a eu un gros événement la semaine dernière auquel Florence a participé, qui a suscité pas mal d'engouement et d'inscriptions. Donc il faudra être un peu patient, mais une fois que l'accompagnement est enclenché, il ne s'arrête plus jusqu'à ce que vous puissiez créer votre activité. Ou, ça c'est la partie entrepreneuriat, ou sinon sur le chemin d'emploi avec des ateliers. Même chose, un double accompagnement individuel et collectif, sauf que l'accompagnement individuel, au lieu de se faire par un expert de l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a créé lui-même son activité et qui a une bonne vision des différentes étapes à franchir, se fait par un expert des ressources humaines issu des services de direction des ressources humaines de grandes entreprises ou de cabinets de recrutement ou cabinets de chasse de tête. Voilà, donc si vous avez envie de retrouver ce réseau, c'est sur leur site internet ou sur les flyers. Et vous avez accompagné combien de femmes là? L'association existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 11 ans et on a accompagné plus de 20 000 femmes. Partout en France. C'est une belle aventure, hein? Bravo, merci. Alors, lors de chaque événement, vous découvrirez d'autres réseaux, à chaque fois des bonnes copines qu'on prévient, qui nous parleront de différents réseaux de femmes qui ciblent aussi des profils de femmes différentes. C'est aussi l'intérêt, c'est de constituer un petit peu des tribus aussi en fonction des critères de qui on est, on va dire. Et ben voilà, notre partie contenu se termine. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, c'était riche, hein? C'était riche. Ouais, très bien. J'entends, il est très bien. Super, tant mieux. Et ben c'est pas fini. Là, on vous propose une deuxième partie soirée. Alors, il y a le petit côté dégustation de cocktail Lillet. Évidemment, il va y avoir aussi un petit cocktail dînatoire. N'hésitez pas à réseauter. Et puis surtout, il y a deux petits ateliers qui sont proposés là-bas où en fait, donc, nos deux expertes, Katia et Ariane, vous proposeront des mini-rencontres. Donc, si vous avez envie d'aller parler avec elles, ce sont les deux fondatrices du programme Leadership au féminin. Il ne faudra pas hésiter, ce sera dans la salle à côté ou ici, on va voir où ce sera plus confortable. Et puis il y a également Christine, est-ce que tu peux lever la main, Christine? Voilà, elle est là. Christine qui est l'experte financement des formations et orientation du CFPJ. Et on sait combien le nerf de la guerre, évidemment, c'est aussi la partie financement des formations. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment une experte. Hein. Elle connaît très très bien son sujet. Et puis vous allez voir, on vous a prévu aussi des autres petites surprises. Voilà. Merci à vous, on espère qu'on vous retrouvera dans un autre événement, CFPJ et For Women, ou dans une formation. À bientôt, merci.